Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une période qui a complètement redessiné la carte du monde, la colonisation européenne du 19e siècle. Ensemble, on va décortiquer cette machine coloniale pour comprendre ce qui se cachait vraiment derrière les beaux discours. Alors, la grande question qui va nous suivre tout du long, c'est celle-ci. Est-ce que cette immense expansion était vraiment une mission généreuse pour civiliser le monde? Ou est-ce que c'était en réalité un prétexte qui cachait des ambitions beaucoup plus concrètes? C'est le fil conducteur de notre enquête. Pour bien comprendre comment fonctionnait cette machine, il faut d'abord se pencher sur l'argument officiel de l'Europe à l'époque, cette fameuse mission civilisatrice. Mais qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Eh bien, la mission civilisatrice, c'était cette idée, très ancrée au XIXe siècle, que les pays européens se sentaient supérieurs. Ils pensaient donc avoir un devoir, une sorte d'obligation morale, d'apporter leur civilisation, leur langue, leurs lois, leur culture, à des peuples qu'ils jugeaient sauvages ou arriérés. Et là, il y a un point qui est absolument essentiel à comprendre. Cette idée, elle servait avant tout de justification. C'était une façon de rendre la domination et la conquête acceptables, en les présentant non pas comme une prise de pouvoir brutale, mais comme un acte de générosité, un devoir pour apporter le progrès. Bon, mais alors, derrière ce joli discours, qu'est-ce qui se passait vraiment? Quelles étaient les véritables motivations? On passe à la deuxième partie, la compétition féroce, la véritable course aux empires. Et cette course, elle a été d'une rapidité incroyable. Regardez cette frise. Tout s'emballe à partir des années 1870. Le moment clé, c'est la conférence de Berlin en 1884. Là, les puissances européennes se mettent autour d'une table et se partagent littéralement l'Afrique comme si c'était un gâteau, sans jamais bien sûr demander l'avis des peuples qui y vivaient. Le résultat, en 1914, en quelques décennies à peine, presque tout le continent est sous contrôle européen. Et ça donne naissance à des empires d'une taille absolument colossale. Ce tableau parle de lui-même. Rien que l'Empire britannique contrôle 400 millions de personnes. L'Empire français, 50 millions. Il faut s'imaginer ça. Une part énorme de la population mondiale vivait à ce moment-là sous une domination étrangère. Ok, ça c'est pour la théorie et les grandes manœuvres. Mais sur le terrain, au quotidien, comment ça se passait pour les populations colonisées? C'est notre troisième partie. Dominer et exploiter. Cette phrase, elle résume une vérité assez brutale. La conquête et le maintien de l'ordre, ça ne s'est pas fait en douceur. La violence, que ce soit par l'armée ou par la répression, était vraiment au cœur du système colonial. C'était un moteur, pas juste un accident de parcours. Et dans la vie de tous les jours, ça voulait dire quoi? D'abord, une exploitation économique totale pour piller les ressources naturelles. Ensuite, le bouleversement complet de sociétés, de cultures, de modes de vie qui existaient depuis des siècles. Ça voulait dire aussi imposer des frontières sorties de nulle part, totalement artificielles. Et bien sûr, toute tentative de résister était écrasée dans la violence. D'ailleurs, cette histoire de frontières a eu des conséquences dramatiques qui se font encore sentir aujourd'hui. Prenons l'exemple du royaume du Congo. C'était un royaume uni, avec son histoire, sa culture. Eh bien, les puissances coloniales l'ont découpé en 4 morceaux qu'elles se sont réparties entre 4 colonies différentes. D'un coup, on a séparé des peuples qui vivaient ensemble depuis des centaines d'années. On arrive maintenant à l'aspect peut-être le plus choquant, le plus déshumanisant de cette mentalité coloniale. Ce qu'on a appelé le spectacle du sauvage. Oui, le terme est terrible, mais il est bien historique. On organisait ce qu'on appelait des zoos humains. C'était de véritables expositions dans les grandes capitales comme Paris ou Londres, où des hommes, des femmes, des enfants venus des colonies étaient tout simplement exhibés, comme des animaux de cirque, pour amuser le public occidental. Et attention, ce n'était pas du tout un phénomène anecdotique. Le chiffre est juste sidérant. 1,4 milliard, 1,4 milliard de visiteurs ont payé pour aller voir ces spectacles. Plus de 35 000 êtres humains ont ainsi été exposés comme des objets de curiosité. Ces images nous montrent la réalité de ces exhibitions. On y voit des reconstitutions de villages où des familles entières étaient forcées de jouer leur propre rôle, de vivre leur quotidien derrière des enclos, sous le regard permanent des visiteurs. Toute la mise en scène était faite pour renforcer ce cliché du sauvage. Mais au milieu de toute cette déshumanisation, une voix s'est élevée, celle de Joseph Merrick, qu'on connaît sous le nom d'Elephant Man, lui aussi exhibé à cause de sa différence physique. Ces mots résonnent avec une force incroyable. « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain ». C'est une phrase qui, à elle seule, capture toute l'injustice et la cruauté de cette pratique. Alors, que reste-t-il de cette période? Et surtout, comment les peuples colonisés ont-ils réagi face à cette domination? C'est notre dernière partie, héritage et résistance. Parce que, et c'est très important de le dire, la domination coloniale n'a jamais été acceptée passivement. Loin de là. Dès le début, des résistances ont éclaté, aussi bien politiques qu'armées. Des figures comme Samori Touré en Afrique de l'Ouest ou encore le roi Béhanzin au Dahomey se sont battus avec acharnement pour défendre leur indépendance.
Et l'héritage de cette période, il est encore massivement présent tout autour de nous. Ces frontières, qui ont été tracées à la règle sur une carte à Berlin, sont pour la plupart devenues les frontières des pays actuels. C'est un héritage direct qui explique encore aujourd'hui de nombreuses tensions et de nombreux conflits. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Comment cette histoire, qui nous semble parfois si lointaine, continue-t-elle en réalité de façonner notre monde, les relations entre les pays et même nos propres mentalités? C'est une réflexion qui est essentielle à avoir et la discussion ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette exploration.